C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et c'est incontestablement ce matin encore le coronavirus qui fait les manchettes des quotidiens, avec plusieurs titres importants qui résument la crise, à la fois sanitaire et économique. Le Israël Hayom parle ce matin en manchette du virus de la nonchalance, celle des Israéliens qui continuent à ne pas respecter les mesures d'hygiène et que le journal qualifie de délinquants du corona. Preuve en est, le journal affirme que plus de 80 000 contraventions ont été dressées contre des Israéliens qui ont bafoué les mesures sanitaires. 55% d'entre eux sont des jeunes de 18 à 29 ans. Les villes les plus réfractaires, on va dire, à ces mesures étant Tel Aviv et Jérusalem. Et au sein de la police israélienne, on affirme que l'on ne souhaite pas particulièrement distribuer des contraventions, mais qu'il faut que le public fasse montre de plus de discipline. Et en marge, le journal annonce que la Knesset a voté hier en première lecture une loi mandatant le Shin Bet pour s'occuper du traçage technologique des malades. Et le ministre Yuval Steinitz explique que la moitié des malades ont été dépistés au cours des derniers mois grâce à ces systèmes très performants donc du Shin Bet. Le Haaretz indique et rappelle que le Shin Bet s'est démarqué de cette loi, mais qu'au bout du compte, personne ne prend la peine de chercher une solution alternative, en sachant que par exemple l'application Magen 2 n'est, selon les autorités israéliennes, pas encore tout à fait au point. Le Yediot Aharonot lui aussi accorde sa manchette à l'épidémie qui rebondit avec un chiffre préoccupant, 532 nouveaux malades recensés en 24 heures et une augmentation de 200 malades à peine on a 48 heures à peine donc au cours des 2 derniers jours. Les quotidiens israéliens et les sites d'information se consolent tout de même avec 2 constatations. Il n'y a pas eu de décès au cours des 24 dernières heures et surtout le nombre de malades graves ou sous assistance respiratoire n'a quasiment pas augmenté. Mais ce qui préoccupe plus particulièrement ce matin le Yediot Aharonot, c'est l'aspect économique de la crise. Et là, le grand quotidien nous lance son grand coup de gueule en s'insurgeant contre la démarche conjointe du Likoud et du Parti bleu-blanc qui se sont opposés hier à l'attribution d'allocations chômage aux indépendants israéliens. Le vote et le toupet des élus, titre le Yediot Aharonot, qui rappelle que le gouvernement d'union nationale a été créé il y a 6 semaines pour lutter contre la crise et qui constate que finalement les élus israéliens ne pensent qu'à eux-mêmes et à leurs élus, et pas à leurs élus, à ceux qui les ont élus à la Knesset. Le Yediot Aharonot, visiblement furieux, publie en page 3 sur fond rouge la liste des députés qui ont voté donc contre la loi visant à accorder une allocation chômage aux indépendants, à des centaines de milliers d'indépendants qui en auraient bien besoin. Et puis plus loin, le quotidien israélien consacre 2 pages aux commerçants des principaux marchés populaires du pays, le Mahane Yehuda à Jérusalem, mais surtout le marché Atikva à Tel Aviv, un marché qui porte aujourd'hui mal son nom puisque les commerçants perdent espoir face à la réduction sensible du volume de leurs bénéfices. Revenons au Israël Hayom qui lui se fait ce matin l'écho en première page du plan de sauvetage économique que le ministre des Finances Israël Katz a l'intention de déposer devant le gouvernement. Ce plan inclut 100 milliards de shekels d'investissement pour les infrastructures nationales, la baisse des denrées alimentaires et la création d'une nouvelle bourse financière en Israël. Le Maariv, lui, nous explique que sous la pression du maire de Tibériade, le nombre de quartiers placés sous couvre-feu limité a été réduit. Au lieu de 5 quartiers, seulement 3 rues vont être maintenues sous couvre-feu partiel. Et puis un autre titre dans le Maariv plus préoccupant. Le journal reprend ce matin les conclusions d'une enquête qui révèle que le nombre de suicides a augmenté en Israël au cours des derniers mois et que l'on recense de plus en plus de cas de violence familiale, de développement qui sont mis par les experts sur le compte de la crise économique. Comme chaque matin ces dernières semaines, l'autre grand titre dans la presse israélienne et les sites d'information, c'est le dossier de la souveraineté israélienne sur une partie de la Judée et de la Samarie. Un titre qui se distingue avec en première page du Israël Hayom, une première indication sur les discussions qui se sont poursuivies hier à Washington autour de la position officielle des Américains à adopter dans ce dossier. Et le quotidien gratuit d'affirmer ce matin que les Américains devraient valider la démarche de souveraineté, mais que l'on ne sait pas encore de quelle ampleur s'agira-t-il. Les consultations devraient se poursuivre au cours des prochains jours, dit-on, dans l'attente d'une décision officielle américaine qui aura bien évidemment un poids capital déterminant dans la démarche qu'entreprendra Binyamin Netanyahou la semaine prochaine à partir du 1er juillet. Le Israël Hayom indique également
que plus on approche de cette échéance, plus les républicains américains se mobilisent en faveur d'une démarche d'annexion israélienne. C'est en tout cas le cas pour deux sénateurs, Ted Cruz et Tom Cotton, qui sont considérés comme d'excellents amis d'Israël au Congrès. Mais c'est aussi le cas de l'ex-ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, qui propose d'aller de l'avant dans la réalisation du plan de paix américain, avec donc la première clause de ce plan, à savoir donc l'instauration de la souveraineté israélienne sur 30% de la Judée et de la Samarie. Le journal cite également plusieurs faiseurs d'opinion américains qui rappellent que l'annexion fait partie intégrante du plan Trump et qu'il ne serait incohérent pour l'administration américaine de ne pas la cautionner. Mais ce soutien des républicains se heurte, comme le souligne les quotidiens ce matin, à l'opposition ferme du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a qualifié hier l'annexion de violation flagrante et grave de la loi internationale. Le secrétaire général s'est exprimé lors d'un débat du Conseil de sécurité qui était consacré au conflit israélo-palestinien. L'ambassadeur d'Israël, Danny Danon, lui a répondu que le lien entre le peuple juif et sa terre ancestrale était historique et qu'aucune propagande palestinienne ne pourra le remettre en cause. Le site N12, qui est le site d'information de la chaîne 12, la principale chaîne de télévision israélienne, fait état d'un mini-incident diplomatique avec les Américains sur fond de mois de la communauté LGBT en Israël. En effet, le consulat général des États-Unis à Jérusalem, qui est installé au cœur de la capitale, rue Agron, a pour habitude, durant ce mois, de hisser un drapeau arc-en-ciel de la communauté gay sur la façade du consulat. Ce drapeau est particulier parce qu'il inclut les 52 étoiles du drapeau américain. Eh bien, hier, les fonctionnaires de la mairie de Jérusalem ont reçu pour ordre de la part de l'adjoint au maire, Aryeh Kenning, de retirer à la fois ce drapeau et une banderole de soutien donc à la communauté LGBT, ce qu'ils ont fait, provoquant ainsi la colère du consul général qui s'est plaint au maire de Jérusalem, Moshe Léon, et a rappelé que le consulat était une zone extraterritoriale et que les ouvriers de la voirie municipale n'auraient jamais dû agir de la sorte. À la mairie, on affirme que le drapeau et le panneau l'accompagnant ont été déployés sans autorisation. Et puis nous terminerons cette revue de la presse israélienne avec le Israël qui nous relate dans ses pages intérieures l'appel émouvant lancé par Alexander Ditsa et par son épouse Cecilia. Alexander Ditsa et son épouse sont allemands. Le grand-père d'Alexander était un officier de la Wehrmacht durant la Shoah. Il y a quelques années, ils ont décidé de tenter de réparer la faute de leurs aînés et se sont installés en Israël avec un but suprême, se consacrer à venir en aide aux rescapés de la Shoah. Ils ont obtenu un visa de séjour provisoire qui s'est terminé et qui les a contraints à retourner en Allemagne. Ils sont revenus en 2018 avec la même mission et à nouveau, leur visa se termine dans 2 mois. Ils demandent donc au gouvernement israélien de faire un geste humanitaire en les autorisant à prolonger ce visa afin qu'ils puissent poursuivre leur mission généreuse. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.